Pas encore arrivé. À chaque fois, tu me dis on n'est pas loin, puis finalement. Ça n'empêche que, entre-temps, nos amis internautes de la page Facebook de Viasté, eh bien, ils ont sûrement, en ce moment même, une vue magnifique. C'était une vue sur... À une vue sur la plaine orientale et sur une magnifique zone humide, c'est l'étang de Palo. Et de l'autre côté de l'étang de Palo, une fois que Laurent Simon-Paul aura fait le tour, viens, nous on va passer par là. On va l'attendre, il va nous rejoindre. On découvre cette bâtisse. Nous sommes en haut de la plaine orientale et nous sommes sur une bâtisse sur la commune de Ventiseri et nous sommes tout simplement... On est au lieu-dit Castello di Coasina. On va vous raconter toute l'histoire de ce château. Nous sommes bien entendu... Oups là, attention Laurent, ne tombe pas. Viens, rejoins-nous. Viens avec nous. Nous sommes bien entendu avec Stéphane Orsine de la FAGEC. Nous sommes bien entendu pour une date, un lieu. Le lieu, on le découvre ensemble. Et comme d'habitude, vous êtes avec nous en direct. Alors n'hésitez pas à poser vos questions à Stéphane Orsine concernant ce château et concernant... toutes les informations dont on peut avoir besoin. Juste avant, Sté, je suis désolé, ils sont déjà là. Victor, bonjour Victor, merci d'être avec nous. Anaïs nous dit bonjour, Antoine nous dit bonjour et Martine nous embrasse. Nathalie nous fait aussi un coucou, Nathalie Renaud et Eric nous embrassent ainsi que Christ. Ah, il y a Nathalie Renaud et Christine Reynaud, pardon. Anne-Marie nous dit que c'est bien beau et Evelyne nous embrasse et nous dit bonjour ainsi que Frédéric Depré. Bonjour à tous, amis internautes. N'oubliez pas, si vous voulez bien, parce que c'est très important, on a plein d'informations intéressantes à vous donner. Partagez sur votre page Facebook, ce live Facebook, et comme ça permettra au plus grand nombre de bénéficier de ce lieu, de ce décor et des informations. Sté, on attaque. Alors, on est château, alors je sais, je vais pas être méchant, mais château, comment dire ? Ça ressemble pas trop à un château. Non, ça ressemble à une bâtisse, pour être tout à fait honnête. Et si tu me dis que ça c'est du carolingien, malgré mes informations somme toute relatives, je vais avoir du mal à te croire. Oui. Alors d'abord, là on est où là ? Alors là, on est vraiment sur le site. Donc, on est à peu près à 200 mètres. Hein, on est sur un point dominant. On l'a dit, on domine la plaine une partie du sud de la plaine orientale, commune de Ventiseri. Et évidemment, ce qui ressemble beaucoup au château, c'est sa taille. C'est un monument qui est relativement imposant, mais c'est vrai. Yann, ce que l'on voit n'a rien à voir pour l'instant. Pardon, ce que l'on voit n'a rien à voir ? Ce que l'on voit n'a rien à voir pour l'instant avec le véritable château. Là, dans un premier temps, c'est surtout des légendes, ce sont surtout quelques écrits, un petit peu de tradition orale qui nous permettent de localiser ça, et la toponymie bien entendu, l'étude des noms de lieux qui nous permettent de dire qu'on se trouve vraiment sur quelque chose qui est donc une fortification du Moyen-Âge, et puis même peut-être un petit peu avant, on aura l'occasion d'en parler, et puis qu'on se trouve sur le fameux site de Coasina. Coasina qui est bien plus qu'un château. Coasina, c'est le nom carrément de la Piève et donc la circonscription religieuse. En gros, toute la vallée du... Une Piève qu'on retrouve, Laurent Simon-Paul nous l'avait cité, oui. Qu'on retrouve sur les cartes très anciennes. Oui. C'est une des pièves qui est mentionnée, contrairement à d'autres très connues aujourd'hui, qui ne l'étaient pas à l'époque, sur les cartes secrètes du Vatican, je crois. C'est ça, Laurent ? La salle, les cartes Alors, du Vatican. Oui, là, on a la piève de Coasina, ce qui montre comment c'est quand même un lieu important. Et donc, la piève de Coasina, c'est un territoire. Je l'ai dit, en gros, c'est la vallée de Travo et une zone entre la Badesco et la Solenzara, en gros. Hein. Mais c'est surtout aussi un site. Alors pas ici le site de ce fameux château, c'est un site qui est vers le nord, dans la plaine, et c'est un site qui est très intéressant parce qu'on y a les vestiges de deux bâtiments, une église dédiée à Santa Maria, donc qui est la Pievanie, l'église principale de ce territoire, de cette piève de Coasina, et puis à côté les travaux de la FAGEC ont démontré qu'il y avait un bâtiment qui était parallèle, dont on a perdu le vocable. Souvent dans les pièves c'était ça, il y a la chapelle, il y a le château, ce qu'on appelle le château, c'est la base de l'installation. Là le château tire son nom, Coasina, alors j'aurais du mal un petit peu à l'expliquer ce que ça veut dire Coasina, mais tire son nom de la Piève. Donc en fait, ce château-là, c'est le château principal, non pas de l'endroit qui s'appelle Coasina, mais du territoire de la Piève de Coasina. On voit quand même des... Là, on le voit bien. Oui. Il y a un trait. Alors voilà, sans être spécialiste, on voit très bien que parmi ces grandes bâtisses, donc qui n'ont rien à voir avec un château, ça on est d'accord, comme tu l'as annoncé au début, eh bien on a des moments différents. En tout cas, on a des périodes de construction qui sont différentes. Et on voit bien qu'on a dû bâtir quelques maisons. Et puis après, peut-être parce qu'il y avait besoin de construire de nouveaux locaux, on va dire, on a fait des rajouts, on a accolé des façades. Extensions. Il y a des extensions. Excuse-moi, Claudine nous fait un
coucou. Et Pierrette nous dit, c'est une superbe ruine, c'est où? Merci à vous, bonne journée. Pierrette, on vient de le dire, nous sommes sur la commune de Ventiseri. Alors si vous ne connaissez pas Ventiseri, il y a deux solutions. Soit vous prenez la carte, soit je vous donne le numéro de Laurent Simon-Paul qui est originaire de ce village et vous lui demanderez. Mais sinon c'est assez facile, c'est dans le Fiumorbe, c'est, allez, vous faites un trait Bastia-Porto On est Vecchio. au-dessus de la base aérienne. Voilà, bah oui, mais peut-être il y a d'autres paires, Stéphane. Non, faites un trait, Bastia-Porto Vecchio, vous mettez au milieu et vous êtes pratiquement à Ventiseri. André nous dit que tu es passionné, ou qu'elle est passionnée, en tout cas c'est passionnant. Moment magique, comme toujours, que vous nous faites rêver. Merci Martine. Nico Dodger nous dit, ou Dodger, je sais pas, nous dit bonjour. Daniel nous dit à Solenza, Kido, Digida. Il manque juste la musique. Solenza. Bon, d'accord, on appellera Francine Massiane qui la chante très bien. Bonjour Laurent, bonjour Yann. C'est André à Balbino qui nous fait un coucou. Et Isa, bah oui, Isa Gizonach, #Corse Orientale. Je suppose qu'elle est du coin. On voit ces différentes zones. Différentes périodes. Donc là, on était sur quoi à peu près? Alors là, rien à voir avec le Moyen-Âge, rien à voir avec un château. On est sur des grandes bâtisses qui sont probablement des habitations. Et les bâtiments qui sont avec ces grandes pierres dans les angles, comme on le voit là, juste en face de nous, à gauche, c'est probablement des bâtiments qui ont l'air un peu plus anciens que ce rajout, que cet apitch, que cette extension qui est sur la droite et qui a l'air peut-être plus récente. En gros, les bâtiments qu'on voit ici, selon les façades, on peut être entre le 15e et le 18e siècle. Et on n'est plus sur un château, on est sur un village, un lieu habité dont on sait qu'il y a plusieurs familles qui y résident. Eh ben tiens, là on me dit, c'est John Miguel Weber qui dit château à l'origine de l'oncle de Judith. Il dit, ça va commencer. On va en parler. On va en parler parce que Monsieur Weber, c'est un spécialiste des Chinarchesi et on n'a pas donné la date. Eh non. Alors on va lui faire plaisir. Parce que le lieu, ça y est, on le connaît. On est dans une date, un lieu. Le lieu, c'est bon. Château de Corazine, la date. Alors, puisqu'on y est, alors la date, moi j'ai choisi 1219, parce que cette date serait, on va le mettre au conditionnel, serait la date d'un assassinat. L'assassinat de qui et où? Eh bien, assez loin d'ici, et on va faire le lien avec les Chinarchesi, eh bien, l'assassinat de Guglielmo della Rocca. Et qui est ce Guglielmo della Rocca? Eh bien, ce Guglielmo della Rocca, c'est un grand seigneur donc de la famille des Chinarchesi, installé dans le golfe du Valinco. Et quel est son lien ici avec Corazine? Eh bien, sa seigneurie n'arrive pas jusque-là. En revanche, il est marié avec Finidor. Ah, bah oui. Et Finidor, elle est issue ici de la famille seigneuriale des Coazinaschi. Et elle s'est mariée dans une chapelle. Et elle s'est mariée. Alors, non, pas encore, mais on va y arriver. C'est parce que juste Laurent est en train de rentrer dans la chapelle. Petite parenthèse, la chapelle, elle date de la deuxième, troisième, première période. Alors, il y a de tout. Comme d'habitude. C'est souvent ça avec toi. Superposition. À chaque fois, c'est un millefeuille. Ouais. On repose sur quelque chose qui était là avant et on reconstruit par-dessus ou à côté, des fois. Alors, ici, on aura l'occasion même de remonter très très haut, notamment en évoquant un petit peu l'étang de Palo. Si on revient aux Chinarchesi, pour que ceux qui nous écoutent et qui nous regardent comprennent, 1219, ce Guglielmo della Rocca des Chinarchesi est assassiné par ses neveux. Et il reste Finidor qui craint pour la vie de ses trois jeunes enfants. Donc on a l'âtre, on a un certain Truffette et on a un Sinoncello. Alors Sinoncello, ça ne parle pas au commun des mortels, mais Sinoncello, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à l'histoire de la Corse médiévale du XIIIe siècle, eh bien c'est le futur Giudice di Cinarca, ce grand seigneur qui va un peu au début travailler avec les Génois, puis finalement va finir sa vie plutôt du côté des Pisans et qui va essayer, d'être comte de Corse, de libérer la Corse du joug et de se faire, lui, grand chef, entre guillemets, de la Corse. Là, on est encore sur de l'histoire factuelle. On est bon. Là, on est bon. Il n'y a pas de doute. On est bon. On va bientôt basculer. On peut chipoter sur l'année, puisque ce sont des déductions. Mais il y a un très bon cahier Corse, j'allais le dire. Sur le site de la FAGEC, que l'on peut acheter et qui coûte 5, 7, 8 euros. Celui-là, il est double et il va coûter 16 euros. 16 euros. Mais, donc, on a, par contre. On sort de la chapelle, on continue le tour. On y reviendra. Pardon. Oui, on va y revenir parce qu'il faut dire deux mots. Mais simplement pour dire qu'il y a une belle étude sur Giudice de Cinarca qui a été réalisée par Alain Venturini. C'est l'ancien directeur des archives départementales de la Corse du Sud. Maintenant, il a été nommé ailleurs sur le continent. Il continue à s'intéresser beaucoup, à s'impliquer dans les études sur la Corse. Et il nous a fait un petit peu la généalogie à partir des différentes sources. Et c'est lui qui positionne cet assassinat par déduction vers 1219. Donc, Finidor met ses trois enfants à l'abri. Elle les ramène ici pendant un petit moment chez son frère, qui s'appelle également Truffetta.
comme l'un de ses 3 fils. Hein. Comme de par hasard. Excuse-moi. Je reprends nos amis Nini qui nous dit coucou. Anne-Gaëlle Modzikonach qui nous dit coucou. Je vous rappelle, oui, partagez. Il y a quelqu'un qui dit est-ce qu'on peut partager sur notre page? Alors non, vous ne pouvez pas partager. Il faut partager sur votre page parce que des infos comme ça, vous n'en aurez pas tous les jours concernant le château. Donc voilà, maintenant les gens qui partagent pas, je leur dis plus bonjour. Voilà, comme ça c'est fait. Franck qui vient de partager, je lui dis bonjour, qui dit un coucou à nos ancêtres. Daniel Arnaud qui lui aussi a partagé sur sa page Facebook, il nous dit que lui à Solenzar, il sait bien la chanter. Daniel Arnaud, si tu fonces et que tu arrives au château de Coazine avant qu'on ait terminé, je te passe le micro en direct et tu nous chantes à Solenzar. Marie-Françoise nous embrasse. Un bonjour du bureau montagne du Nebbio. Oui. Et un grand merci à Stéphane. C'est le bureau montagne du Nebbio. Ah ben ça c'est François Thomas. C'est Jean-Marc Pau. Dis-leur qu'il faut partager sur leur page. Ah ben voilà, mais je pense qu'ils vont le faire. Allez François, partage s'il te plaît. Nicole Bertrand nous redemande où on est. On est au château de Coazine. Nous sommes sur la commune de Ventiseri. Mireille Vaner nous dit la prochaine visite à ma venue l'an prochain. Merci pour ce reportage. Et Franck nous dit à notre histoire. On continue. Oui. Est-ce qu'on peut le partager en public sur notre page? Mais bien sûr, oui, vous pouvez. Profitez-en. Stéphane continue les explications. On était dans les faits, dans l'histoire. Petite pause avant qu'on quitte la chapelle, tu voulais nous dire? Oui. Alors la chapelle, on parlait tout à l'heure de la datation. La chapelle, sa datation, elle correspond aux différents moments qu'on peut voir sur les habitations qui sont derrière nous. Alors pour les périodes les plus récentes, si on regarde ce qui reste, là on se trouve à l'entrée. Et là se trouvait devant nous la façade occidentale, parce qu'on a un bâtiment qui est orienté, qui en gros est nord-est. Donc on a bien, on va dire, la règle, la logique de l'art roman, parce que dessous ce bâtiment, il y a quand même un bâtiment que l'on pense être pré-roman, donc même antérieur au 11e, 12e siècle. Qui lui était dirigé aussi. Toujours, on suit cette orientation ancienne. Et donc devant, c'est un peu ça. Devant, on a donc la façade. Et ce qu'on peut voir des restes de la façade, notamment cette corniche là-haut qui n'est plus au crépi, mais donc on voit les pierres qui avancent. Et puis ces espèces de pilastres, c'est une façade plutôt, on va dire, classique, donc qui irait bien avec le 16e, 17e. Donc on a une orientation qui nous laisse entrevoir un monument plus ancien. Et puis on a au fond, si on rentre, là on est dans la nef. On rentre à l'intérieur, c'est très écroulé, mais la FAGEC a fait quelques travaux de consolidation, de maintien. Et elle a surtout travaillé là au-dessus. On voit ces souches d'oliviers qui ont couvert les murs. Vous voyez, c'est des traces de débitage, de tronçonnage. On a essayé de couper le maximum et même de le sécher. Ouais. Hein. Et donc, on a un bâtiment à abside. Là encore, au 16e, 17e siècle, on n'a pas besoin de construire un bâtiment à abside. C'est donc une indication d'une chapelle plus ancienne. Et si on pouvait aller sur le dessous, dans les parties basses, on verrait des parties qui sont anciennes et qui sont plutôt taillées, comme on pouvait le faire pour les bâtiments de l'époque romane, voire pré-romane, parce qu'on va remonter, d'après les hypothèses qu'on a, probablement au 9e, voire au 10e siècle, pour les parties les plus anciennes. Bientôt dans la piève du Castello, nous dit Paul Turchi Doriani, pourquoi pas, qui nous fait un coucou. Il y a Marie-Laure, oui. Alors, la piève de Castello, on pourrait aller, si les propriétaires nous ont donné l'autorisation, on pourrait aller voir la piève de Castello. Et je salue Paul d'ailleurs, j'en profite, c'est un très très beau monument où on a travaillé. Et il y a vraiment beaucoup de choses à dire, et sur le monument, et sur l'environnement immédiat. Message privé pour les propriétaires privés de cette zone, autorisez-nous à le mettre en avant, pendant que Laurent nous montre sûrement quelque chose de très intéressant. Ça approche un serpent ou un trou. Oui, Laurent, qu'est-ce que tu as vu? Regarde. Oui. On dirait une canalisation, un conduit. Alors ça, c'est pas une canalisation, Laurent. Stéphane, vous nous expliquez, c'est... à l'intérieur, il a disparu un élément, c'est une poutre. C'est une poutre qui permet de renforcer, c'est comme un chaînage qui permet de renforcer. Récent, ça. Donc, oui, là ici on est sur les parties hautes, ça correspond, on voit un peu le revers de la façade, ça correspond au dernier moment de la chapelle. Alors la chapelle, tout le monde l'appelle San Miguel. Il y a bien une chapelle San Miguel, pas très loin d'ici, qui pouvait être d'ailleurs le cimetière de la communauté qui vivait là. Mais on a aussi des indications sur le fait que cette chapelle s'appelait San Miguel, s'appelait en vérité peut-être Sant'Antone. Et c'est là où on va faire le lien maintenant. Allez. On va peut-être quitter l'histoire factuelle pour rentrer dans quelque chose de semi... Moi, ça me régale. Oui, ça te régale. Même si je sais que les historiens ne suivent pas, mais voilà. Il y a quand même une très belle vue sur la plaine orientale. Donc, message pour Paul Turchi Doriani, oui, si on nous autorise à y aller. Marie-Laure nous dit bravo, merci Marie-Laure, n'oublie pas de partager. Nicole Bertrand nous dit, moi j'ai partagé. Tu as bien fait, Nicole. C'est magnifique, merci pour cette belle... Kitché ?
Viens, c'est ici. Ah, il faut que je reste ici, excuse-moi. Magnifique pour cette belle histoire. Daniel Arnaud nous dit, génial, dommage, je suis à Sangavin, dans l'Altaroc. Ah oui, c'est pas tout à fait à côté pour venir nous chanter à Solenzar. Avec l'Altaroc, on fera un petit Oui, lien. pas aujourd'hui. Hein, Aujourd'hui, verbalement, on va en parler. Verbalement, mais Daniel Arnaud, c'était pour nous chanter à Solenzar, ça va être plus bon, compliqué. c'est sûr. Oui, merci Daniel Arnaud qui vient. Tiens, Daniel Arnaud vient aussi lui de partager sur sa page notre direct. Tant mieux. Vas-y. Alors pourquoi fait pas chaud. je dis non, pas du tout. Pourquoi je dis Sant'Antonio? Eh bien, là, il faut remonter beaucoup plus loin. Souvenez-vous, on a laissé nos personnages où on a un assassinat dans le Valing. Les trois gosses qu'on ramène ici. Les trois qu'on met en sécurité là chez l'oncle, chez le tonton. Qui s'appelle lui aussi. Qui en a un qui s'appelle Truffette. On laisse tomber Giudice, ça serait trop long d'en parler ici, puis on n'est plus sur l'endroit. Hein. Il fera pas sa carrière de comte. Reste un Truffette, qui est donc le frère de ce Giudice. On a l'oncle qui s'appelle Truffette. Cet oncle Truffette, il a des ancêtres, le nom est dans la famille depuis longtemps, et un précédent Truffette est mentionné aux alentours de l'an 1000. Ça serait le fondateur de Corté. La première fortification de Corté serait alors encore. Et Truffette, qu'est-ce qu'il a fait aussi? Eh bien, il a mené la vengeance contre les assassins de Harry Gobelmesser autour de l'an 1000, le premier comte de Corse. Hein? Et avant lui, on arrive à leur ancêtre, à cette famille-là des Coasinas, qui est des gens qui habitent Coasine. C'est un certain Ganelon. Alors là, c'est fabuleux. Et Ganelon, eh bien, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir eu des images de l'étang de Pâle, qui se trouve juste en dessous de nous. Eh bien, Ganelon, on l'appelle le Mayençais. Donc, il vient de la sphère germanique. Hein? Alors, il n'est pas là en vacances. Hein. Voilà. Il faut imaginer, là, maintenant qu'on a les images, il faut imaginer quelques navires de ce Ganelon de Mayence qui passaient par là, qui croisent le long de la côte orientale. Et ils entendent parler. On est probablement à la fin du 8e siècle ou au tout début du 9e siècle. D'un conflit qui se passe en Corse. Un conflit important qui implique, d'un côté, le fameux comte Ugo Colonne qui mène une croisade contre les Maures qui ont envahi la Corse. Une croisade au nom du pape. On y va en même temps, on commence à se diriger. On termine. Une dernière. Parce qu'il faut comprendre. Non, mais on va. Laurent, continue de le montrer. Et qui est ce Ganelon? Et c'est là où on rêve pas mal. C'est que ce Ganelon, selon la chronique de Giovanni della Grossa, c'est un neveu de celui qui a trahi Charlemagne à Roncevaux, donc qui a entraîné la mort de Roland, 778. Roland le Preux. Roland, donc, avec son corps, son épée, vous connaissez l'histoire, normalement, en tout cas avant on l'apprenait. Et donc pour acheter... Comment? Attends, excuse-moi, vous connaissez l'histoire, on l'apprenait. Moi je me souviens, pourtant je ne suis pas vieux. Je veux bien être d'accord, mais est-ce que c'est la vraie histoire? C'est super romancé. Oui. Roland de Roncevaux, quoi. Aujourd'hui on sait très bien que c'est mytho. Oui. C'est total mytho. Non, c'est probablement une attaque, même pas des Maures, des Basques qui ont attaqué. Les Basques se sont transformés au cours des années en Maures, alors qu'en fait c'était pas du tout ce conflit-là. Pourquoi il a fallu faire une icône de ce personnage pour raconter. Mais c'était déjà la chanson de geste. La chanson de geste, ce sont des chansons qu'on chantait dans les cours des seigneurs ou dans les cours des rois au XIIe siècle. Voilà. Et là, on pourrait avoir Giovanni della Grossa, c'est donc un chroniqueur qui a écrit sur la Corse au XVe siècle, qui a peut-être transposé tout simplement ces chroniqueurs qui justement racontaient l'histoire. Est-ce que quelque part ça décrédibilise pas des fois l'ensemble de l'histoire? Oui. Parce que le fait de rajouter des parties super romanesques à des faits, putain, c'était pas des Maures, c'était des Basques, tu vois, je veux dire. Le fait de romancer, est-ce que du coup ça enlève pas toute crédibilité quand des fois il y a un fait réel? Dans ce cas-là, il y a quelque chose de réel, mais est-ce qu'on peut vraiment y croire? Alors, ce qu'il faut voir. Se déplace. On se déplace. Bien. Allez, alors on se rappellera de l'étang de Pâle. Et donc, le problème, c'est qu'il faut savoir quels étaient les outils à disposition de Giovanni della Grossa et des chroniqueurs en général au XVe siècle. Il y a beaucoup d'informations qui sont véridiques et qu'on vérifie, aussi bien par l'archéologie que par le croisement d'autres sources aujourd'hui. Mais lorsque Giovanni della Grossa n'a pas de documents, eh bien, il se réfère à la tradition orale. Et la tradition orale, eh bien, elle lui rapporte ce genre de choses. Des choses vraies, des choses un peu moins. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que l'archéologie, et ici on va avoir un bon exemple, c'est que l'archéologie semble en mesure, non pas de prouver que Giovanni della Grossa n'a pas beaucoup romancé ce qu'il a écrit, mais en tout cas qu'il y a une part de vrai, il y a un fondement historique et archéologique dans les informations qu'il nous donne. Alors il les transforme un petit peu peut-être. C'est ça le meilleur des mythos, c'est-à-dire qu'il passe sur quelque chose de vrai aussi des fois. Alors, si vous voulez de la mytho, on va continuer avec Ganelon. Donc, Ganelon, qui est donc de Mayence, un germanique. Il ne faut pas oublier que le Castello de Coasine, on l'appelle aussi Ugastello Alemano, donc c'est pas ou celui de Charlemagne même, Ugastello di Carlomagno. Ce qui est intéressant, c'est qu'il entend parler de cette reconquête d'Ugo Colonne. Il a son blason à redorer puisqu'il a été banni après l'affaire de son oncle. Charlemagne a dit bon mais c'est terminé, nous les Mayençais on les fout dehors.
Donc il se dit c'est le moment, et d'ailleurs il l'aurait dit à ses hommes sur ces bateaux, voilà, c'est l'occasion pour nous de pouvoir retrouver une certaine dignité et de montrer quand même que... on n'est pas que des gens pas sérieux. Voilà, on n'est pas que des traîtres. On a des valeurs, on va aller aider quelqu'un généreusement. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils débarquent, on est à Palo. À l'époque, on nous dit, en tout cas le chroniqueur nous dit que les bateaux rentrent dans Palo, dans l'étang de Palo. Donc ça veut dire que Palo aujourd'hui est un étang, mais à l'époque est une zone portuaire, et qu'il existe une cité. Cette cité, elle est aux mains des musulmans. Et donc là, notre ami Ganelon de Mayence, il se dit, bon ben voilà, une belle opération à faire. Je m'empare de la ville et je combats aux côtés d'Hugo Colonne. Et c'est ce qu'il va faire. Alors la ville, il ne va pas s'en emparer militairement. Il va faire débarquer ses troupes qui vont aller, c'est la nuit, ils vont avoir tous une retraite au flambeau, ils vont tous avoir une torche, et les gens de la ville de Coazine qui sont retranchés, voient cette troupe importante. C'est un moment dans la campagne avec Hugo Colonne contre les Maures, où les Maures sont un petit peu, ils ont un passage à vide, ils ont été abandonnés par pas mal de leurs troupes, qui ont promis de revenir, mais c'est un moment où les habitants de Coazine se disent, bon ben, on va pas faire de vagues, on va ouvrir les portes, on va juste évacuer la ville, on va la laisser à Ganelon. Donc Ganelon se fait d'armes, se fait remarquer d'Hugo Colonne, va participer à tous les combats par la suite. Et une fois que Hugo Colonne et ses compagnons d'armes auront réussi à faire la reconquête de la Corse, eh bien Hugo Colonne va couper des parties de ce royaume, il va être comte. Voilà, ça va? Oui, c'était la première cheville, tu l'as perdue dans une émission, c'était la seconde. Ça, continue. La malléole, voilà. Vas-y, continue. Donc, et chacun aura un morceau. On a fait le château de Serraval, c'était à Mondonazzica qui en avait un bout. Ici, puisqu'il a débarqué là et qu'il a réussi la conquête de l'ancienne cité de Coazine, notre ami Ganelon de Mayence, on lui offre ce territoire pour mettre son château. Et il dit qu'il construit son château avec une chapelle Sant'Antonio. Alors, le lien est fait. Voilà, le lien serait fait. Magnifique. Oui, merci. Oui, je me suis tordu la cheville. C'est gentil. Les internautes sont efficaces. C'est magnifique. Merci pour cette belle histoire, nous, Nicole. Dommage avec Daniel Arnaud qui nous repasse le coucou. Liliane nous dit que c'est merveilleux. Patrick Andriane, merci Stéphane pour ces balades et ces histoires des endroits à préserver. Ça, on va en parler. Merci. Tu connais Patrick Andriane? Oui, bien sûr. Oui, un grand passionné de patrimoine et Nicole, un gardien du patrimoine. Nicole relance la polémique. Non, Nicole, c'est gentil de partager notre live, mais non. Qui croire, c'est le genre de question qu'il ne faut pas poser là avec Stéphane. On va finir plus, Finalement, l'archéologie est plus crédible. Alors là, par contre, Nicole, comment dire? Elle est plus crédible. C'est aussi toujours de l'interprétation. L'archéologie sur ce site reste à faire. Et c'est tout l'intérêt de la visite, et c'est tout l'intérêt de montrer aux gens, notamment ceux qui ont le pouvoir de décision, on est sur une propriété communale. Il y a eu des opérations qui ont été lancées. La FAGEC a reçu un soutien de la commune de Ventiseri il y a quelques années pour faire ces petites opérations dont on a parlé. Faire en sorte que ça se détruise moins vite. Sûr, oui. On est passé dans différentes zones. Là, maintenant. Là, on est dans une... Attends 2 secondes. Il y a Laurent Simon-Paul qui se met à rire, je suppose c'est parce qu'il y a des commentaires en direct. Finalement, Stéphane est un super conteur, j'adore, mais Yann n'est pas un super marcheur. Sans commentaire, Nicole Bertrand. Finalement, arrête de partager nos lives Facebook, tandis que Laurent Simon-Paul valide. Merci. Oui, on a une très très belle vue depuis la fenêtre, depuis la baie vitrée. Là, on est dans quelle période une des périodes les plus récentes, probablement. On le voit même en termes d'occupation. On voit un enduit interne, on voit les différents niveaux. À chaque fois qu'il y a un petit décroché, il faut imaginer un plancher. Nous, on est en gros au rez-de-chaussée ou dans la cave. On a un plancher d'habitation dessus de nous avec ses grandes ouvertures. Un autre plancher avec un autre étage. On voit les restes d'une cheminée. Et là aussi, regarde. Puis là, on a carrément le foyer. Voilà. Là, ici, on en a un autre. On a le foyer de là, la cheminée. Là, carrément, c'est un foyer à chaque étage. Puisque au-dessus de nous, on a encore le même conduit qui sert à... c'est pas mal. C'est-à-dire que ceux qui faisaient le feu ici, il y avait la fumée qui remontait, qui passait par dans le conduit sur l'arrière. Parce que là, il manque sûrement le sol de la seconde cheminée. Mais là, on est en quelle année? Bon, là, moi, je dirais qu'on est au XVIIIe siècle. 18, oui, c'est hier. Alors, la zone... il y a des gens qui sont venus... Alors, c'est marrant, puisque comme tu viens souvent ici, et il y a des gens qui sont venus te rendre hommage. On voit là-bas le tag sur le mur, puisqu'il y a écrit... Alors, en fait, c'était moi. C'était... J'ai été surpris, j'ai pas pu finir. Alors, arrêtez, venez, oui. Non, mais pas de massacre. Venez visiter ces lieux et rendre hommage à ces lieux qu'il faut préserver, mettre en valeur, sauvegarder. On parlera tout à l'heure ensemble de sauvegarde du patrimoine. Allez, faites maintenant. Il y a un truc super simple, on le fera tout à l'heure sur notre compte Instagram, vous faites un selfie avec le château, c'est super. Par contre, de marquer sur le mur Sté, en hommage à Stéphane Orsini, c'est une chose.
de marquer ici je t'aime pour la vie 1995. C'est pas obligatoire. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, franchement. Parce qu'après, on est obligé de faire des lotos et on va en parler. Ça coûte des sous. On continue. Allez, on y va. Alors, On sort du 18e. On sort du 18e. On va aller voir quelque chose qui est un peu plus ancien de ce côté-là. Hein, on a vraiment, là, pour montrer ce que c'est une bâtisse, probablement une bâtisse du 15e siècle, juste après la fin du château fort. Bon, voilà, il faut regarder. on voit la jonction. Hein. On voit la jonction et ce genre de choses là-bas a l'air, surtout avec des pierres de remploi. Hein, on voit qu'il y a des pierres qui sont très bien taillées, qui peuvent provenir d'ailleurs, avec ces espèces de petits bancs, hein, des espèces de reposoirs. Donc tout ça, ce sont des... Là, on est 15e. Là. On peut être 15e, 16e. Hein, voilà. À cette époque-là, d'ailleurs, ça c'est chez Antoine-Marie Graziani qu'on peut le retrouver. Il a trouvé des documents génois où le jour de carnaval, en 1539, les barbaresques, ce coup-ci c'est plus les Maures, les barbaresques font une descente et causent pas mal de dégâts sur le château, enfin le village de Covazine et ses habitants. Un petit bonjour à l'un des propriétaires de ce château, puisque on l'a dit, c'est le château de Charlemagne, mais aussi il a un autre nom germanique, château de Ganelon. Oui, Alemann, oui. d'Alemann. Et on a Guillaume qui est en Allemagne, qui nous regarde et qui nous dit qui nous remercie pour ces magnifiques moments partagés avec vous. Merci Guillaume, qui est quelque part lui aussi, puisqu'il est en Allemagne. Daniel, merci de partager. Oui, merci Daniel de partager notre live Facebook. Et c'est vrai, regarde sur quoi tu marches. Merci Daniel. Dommage que cette bâtisse ait été pillée. On voit que les corbeaux de la porte ont été arrachés, ainsi que les cheminées. C'est vrai. Alors ça, c'est pas de la destruction due au temps. Oui, il y a aussi des pillages. Oui, il y a les petits malins qui écrivent, aussi, hein. mais il y a du remploi, mais il y a aussi du pillage. Il y a des gens qui sont venus prendre des morceaux de granit qui ont été taillés, qui se ramènent à la maison. Oui, une cuisine d'été avec belles pierres taillées, c'est bien, mais bon, c'est pas très malin. Franchement, c'est pas très malin. Daniel nous dit Reg. D'accord, Reg, si tu veux. Et Pierre Agostini nous regarde. Dit 15e. Alors là, on serait au 15e, 16e. 15-16, ok. On va s'approcher un petit peu. Oui, comme ça on se tue en montant. Merci Stéphane. Fais gaffe. Et ce qui est intéressant, hein, c'est qu'on voit bien, là on avait peut-être un petit peu de mal à le voir. C'est la base. Voilà, on est vraiment, le rocher a été taillé, a été aménagé, donc on comprend pourquoi le site, au-delà de son panorama, du panorama qu'il offre, a été choisi peut-être dès le 9e siècle avec Ganelon, hein, pour imposer une fortification. La présence humaine sur le site est beaucoup plus ancienne que le Moyen-Âge, puisque on va voir des restes d'un mur les spécialistes appellent ça un mur cyclopéen, mais qui est probablement de la protohistoire, âge du bronze par exemple, peut-être 1000, 1500 avant Jésus-Christ, âge du fer plutôt, excusez-moi. Donc âge du bronze, âge du fer. Et puis il y a des gens qui ont signalé ici il y a quelques années avoir ramassé des pointes de flèches. Donc il y a tout un ensemble qui fait qu'on est là bien avant le Moyen-Âge. Et puis comme je disais tout à l'heure, la cité que ce fameux Ganelon arrive à investir, eh bien en fait c'est une cité qui date de l'Antiquité. Et la plaine ici, toute la plaine orientale, mais ici la plaine autour des zones humides de Palo, a apporté beaucoup de témoignages d'une occupation antique, une occupation bien sûr préhistorique. Et comme tu disais, à chaque fois c'est ça, on récupère. Oui, si à un moment donné ils sont venus ici à l'époque à l'époque du bronze ou du fer, c'est parce qu'il y avait un intérêt stratégique de domination sur la plaine qui permet de voir arriver. C'est souvent, sur la plaine orientale, on a la même configuration à Bigoulia. C'est souvent la zone humide. La zone humide, c'est zone d'échange, zone d'approvisionnement. Mais aussi un point haut pour voir arriver l'ennemi. Et aussi un point haut, voilà. On domine une zone économique importante sur une hauteur. Et ces choses-là, on les retrouve ailleurs. Cet exemple-là de Covazine ou cet exemple de Bigoulia est aussi important. On va réussir à se charber, hein, je vous le dis. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille sur une zone moins tortueuse. J'ai du travail à faire. Nicole, est-ce qu'on va passer un bonjour à Charlemagne? Oui, pourquoi pas. Daniel vous félicite. Daniel Arnaud parle de lui à la 3e personne et Daniel vous félicite pour ce reportage. Merci. La plupart des châteaux sont bâtis sur des sites de l'âge de bronze. Je te dis, qui a dit ça? Monsieur Weber. Oui. C'est bien parce qu'en fonction des commentaires, on sait qui parle. Oui, Monsieur Weber. La plupart des châteaux sont bâtis sur des sites. C'est le fameux système du millefeuille. C'est le système du millefeuille et on va dire les conditions et la topographie préférentielle, c'est-à-dire le relief qu'on choisit pour différentes raisons. Eh bien, il y a des liens très forts entre l'âge du bronze et le médiéval. Pourquoi? Parce que l'âge du bronze, c'est une période guerrière. Avec les métaux, malheureusement, on fait des progrès, mais on fait surtout des progrès en matière d'armes. On a des armes plus puissantes. Il faut se
protéger, donc on se met sur des points hauts pour défendre son territoire. Et dites-moi, comment il sait qu'il y avait le Jean-Christophe, qui avait des corbeaux en pierre? C'est Nicole qui pose la question. Eh ben, il a vu les. Il y C'est avait des quelqu'un qui a images avant. l'habitude. Il savait et qu'avant, il y en avait, tout Il voit simplement. au-dessus des portes des trous. Et ces trous, donc, c'est les pierres qui ont été enlevées. Comme ce sont des éléments qui sont difficiles à bâtir, enfin, en tout cas, à tailler, hein, on n'a pas pris le tout venant, on pourrait. Mais là, ce qui est intéressant, c'est de se servir de l'appareil de la porte ou du dessus de porte qui est le plus facilement transposable. On prend soit un seuil, soit un linteau. Hein, ou les montants, s'ils ont été bien taillés. Quand c'est déjà fait, on n'a pas besoin de le refaire. Voilà. On va avoir des dégâts aujourd'hui dans l'équipe. Hein. Excusez-moi, il y a Laurent, mon pote, qui vient de se prendre un arbre. Et pour finir avec Dominique monsieur, Perretti, oui. juste un mot à Dominique Perretti. Oui, je laisse parler Stéphane Orsini. Il paraît que je te laisse pas assez parler Non, parce que tu as toutes les infos. C'est moi qui parle à fond pour que tu en parles, tu parles pas trop. Non, c'est pas gentil, Dominique. Puis puisque tu partages pas, Dominique, je ne vous parle plus. Voilà. Jean-Georges nous dit Ayo, un salut du continent. C'est Jean-Georges Brunet. Oui. Ah ben, salut, voilà, salut à tous ceux qui nous regardent depuis la terre ferme. Le continent français, le continent italien. Nous, on est international, on l'a vu. Là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a des castelli. Hein, je continue sur la remarque de monsieur Weber. On a des castelli du Moyen-Âge comme on a des castelli de l'âge du bronze. Hein, voilà, ce sont les mêmes. C'est vraiment la même topographie. Alors maintenant, puisqu'on parle de château, je vais vous le montrer. Parce que depuis tout à l'heure, on vous parle d'un château. Mais ça, c'est pas un château, c'est pas celui d'origine. Ça a été fait après. Pour les mêmes raisons qui ont fait qu'à un moment donné, on a mis un château, ils se sont installés ici, mais c'est pas l'origine. L'origine, elle est souvent en dessous, ou juste à côté et en dessous. Alors, elle est sûrement en dessous. Et on a la chance qu'elle soit à côté, assez bien conservée. Voilà. Alors, pour ce qui est de l'habitation tardive, une chose aussi qu'on n'a pas mentionnée, on a fait des images très belles sûrement de l'étang de Palo, mais il y a 70 ans, l'étang de Palo, c'était plutôt l'infestation, c'était plutôt le paludisme, donc les gens étaient sur les premiers contreforts. Hein. C'est aussi une des raisons. Hein. On va continuer. J'étais déjà en train de me perdre. Je vois. Hein, on voit des murs qui continuent, qui apparaissent là. On voit, oui, alors, Ici, là. on voit les... On a son équivalent là-bas. Hein. Non, mais juste pour la blague pour nos amis internautes, regardez. Vous voyez ces 3 cailloux? Et donc on voit 3 cailloux, et là il me dit ça c'est un mur de maison. Ah, voilà. oui, Mais c'est un oui, mur tout de va bien maison. Stéphane, tout va bien. Moi, Non, regardez en j'imagine, face. j'imagine. Oui. Là on a beaucoup moins besoin d'imagination, on le sent. Là c'est Et ça là, sent le rempart. on s'appuie contre le rempart et qui est vraiment, on va voir le rempart qui serait donc ce fameux rempart médiéval de l'époque de notre ami Ganelon, ou en tout cas des premiers temps de la construction de ce fameux château de Coasine, ce castello alemán. Alors il faut faire, là d'habitude on part d'un bout de mur et je dis imaginer. Là on le voit. Je vais faire le contraire. Imaginez que ce mur-là, perpendiculaire, celui qui est devant nous, n'existe pas. Parce que celui-ci Il est venu après. Hein. beaucoup plus tardif. D'ailleurs, on le voit, des gens tout à l'heure parlaient d'archéologie. Si vous venez de ce côté, l'archéologie, c'est tout bête. On regarde comment les couches se superposent dans le sol et on peut regarder comment les éléments se connectent entre eux. Ici, on voit bien que ce mur-là Est venu s'appuyer sur l'autre. est venu s'appuyer sur l'autre. Tu as exactement le bon terme, Yann. C'est quand on remplit nos fiches, on dit ce mur s'appuie contre un autre. Donc, en chronologie relative, il vient après. On ne sait pas combien. D'abord, on a construit ça. Ensuite, on a construit ça. Donc, celui-là, on l'enlève. Il est plus tardif. On va s'en occuper. Ouais. Voilà. On a les masses dans la voiture. Et donc, on a un bout d'éléments construits qui est vraiment le rempart le plus ancien du château fort, avant qu'on refasse Et là tous les la date remaniements. alors c'est. Alors la date, on a deux possibilités. Et voilà. Soit on retombe sur notre affaire d'Hugo Colonna et donc de Ganelon qui vient l'aider, on est 8e, début 9e. Hein. Donc une fois qu'il a bien rendu service, on l'autorise à construire un château avec la chapelle Saint-Antoine, et comme il est dit dans la chronique. Soit on est un peu plus près de nous, peut-être 10e siècle. On est probablement, dans la manière de bâtir, probablement aux origines, on va dire, des familles seigneuriales. Cette manière de bâtir, cette structure-là, on la retrouve exactement, on l'a déjà vue. Elle est déjà visible. Dis-le. Alors, les gens qui visitent un petit peu et qui connaissent un petit peu l'Alta Rocca, j'avais promis, hein, on n'aura pas la Solenzar, mais on aura le lien avec l'Alta Rocca. Eh bien, le château de Capoul, c'est exactement l'entrée, pour ceux qui sont allés, quand on est sur le terre-plein de la chapelle ruinée de San Lorenzo, en contrebas alors Capoul, c'est juste à côté de Cucuruz, pour ceux qui n'auraient pas compris, qui seraient plutôt allés visiter le site préhistorique. Le site préhistorique de Cucuruz à Lévis, à côté, il y a également le site médiéval. Hein, ça rejoint aussi ce que disait M. Weber. Ils ne sont pas exactement au même endroit, mais c'est le chaos rocheux suivant, pratiquement. Et là, on a vraiment l'entrée de ce qui reste du château fort, eh bien, se présente de la même manière, avec ces petits blocs très réguliers, voire même un petit peu arrondis. Il y a une grande similitude. Et il se trouve que la datation
hypothétique du château de Capoul correspond à ce qu'on peut croire comme hypothèse ici, c'est-à-dire le 9e siècle. Puisqu'à Capoul, les constructeurs, ce sont les Biancolacci, et les Biancolacci, ils sont en lien direct avec notre ami Hugo Colonne. Voilà. Notre histoire dans nos gènes, dans nos têtes, bercez ça. Merci à vous. Franck nous passe un coucou. Daniel Arnaud. Eh bien voilà, Yann, je t'avais dit de faire attention. Tu t'es charbé, c'est bien fait. Ben oui. Elle est quand même belle et pleine de surprises, notre île et notre histoire. L'histoire toujours importante. Un bonjour du Var de la part d'Eliane. Un régal pour les yeux, nous dit Karine. Merci, on en profite, c'est vrai. Nicole, c'est vraiment magnifique, toutes ces apitches. Alors je sais pas si on l'écrit vraiment comme ça, apitch, mais bon. Compris, qui nous font découvrir l'histoire d'un mur. L'histoire, c'est beau de la raconter, c'est beau de la visiter, c'est beau aussi des fois d'essayer de la préserver. Et tiens, j'ai un cadeau. Allez. Je peux? J'en ai pris un pour Stéphane. Oh, on va gratter alors. Alors voilà, ça, vous en avez entendu parler. Vous avez entendu parler, c'est Mission Patrimoine avec notre ami Stéphane Bern qui s'est lancé dans cette aventure. L'idée, c'est d'essayer Alors c'est 15 € et c'est combien? 1,50 € sur. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les jeux à grattage, en général, il y a différents partenaires. Il y a l'État, bien entendu, il y a le revendeur, donc il y a la Française des Jeux, chacun un pourcentage. Et sur les 15 € qui ont été payés pour acheter un ticket de jeu, 1,50 € est reversé à la Fondation du Patrimoine. D'accord, bon, c'est bien le patrimoine. Moi, je vais essayer de gagner les 1 500 000 €. Alors, comme ça, je plaque tout. Oui. Quels sont les bâtiments concernés? On va en parler, Laurent. D'abord, je veux gagner 1 500 000 €. Je vais essayer de penser à moi. Il y a 2 chances. Hein. Non. Il y a combien de sites qui ont été sélectionnés pour bénéficier de ces fonds? Alors, il y a eu une présélection très importante. Ça a été un grand succès. Il y a beaucoup de. Je vais peut-être faire ça. Non. Il y a eu beaucoup de candidatures à travers toute la France. Je crois qu'il y a à peu près 200 monuments qui ont été sélectionnés en dernier ressort. Pour la Corse, on l'a vu dans la presse à plusieurs reprises. C'est le couvent de Pino qui va bénéficier. Il y en avait plusieurs qui avaient postulé. Ah oui, mais alors, combien, je sais pas. Au départ, il y en a eu beaucoup qui ont été retenus. Il y a le couvent de Pine, et puis dans la présélection, il y a aussi ce qui s'était présenté. Il y avait les remparts de Bonifacio. Il y avait nos amis de. Pourquoi c'est le couvent de Pine qui a été retenu plutôt? Peut-être. C'est quoi les critères? Il y avait différents critères, probablement par rapport à la manière dont était monté le dossier. Moi, je n'ai pas participé à la sélection, mais ça, ce n'est qu'une première charrette. Hein. Si l'opération se perdure, il y aura la possibilité d'inclure des nouveaux monuments ou de retenir ceux qui éventuellement n'ont pas été retenus lors de la première sélection. Oh zut! Zut. Mais non. Arche, Dolmen. Ouais. On n'a pas gagné. On n'a pas gagné, non. Vas-y, continue. Hein. Voilà, donc ce loto du patrimoine, c'est plus une prise de conscience qu'une véritable manne supplémentaire, hein, parce que le loto, la Française des Jeux, on organise toutes les semaines et plusieurs fois par semaine. Hein, c'est vraiment pour dire aux gens, voilà, on fait un effort particulier. Tu comprends pas la règle du jeu Continue. Un effort particulier sur le loto du patrimoine. Voilà. Après, l'idéal ça aurait été, franchement, on aurait pu très bien avoir le loto, mais si on veut vraiment mettre un coup de boost sur tous ces éléments qui sont souvent dans le rural, hein, au niveau national et en Corse en particulier, c'est bien sûr peut-être de créer une ressource nouvelle. Hein, par exemple, en augmentant la taxe de séjour légèrement, mais quand on sait que la France est le premier pays touristique, un des premiers pays touristiques du monde, on peut imaginer le levier qu'on peut avoir. Et puis, bon, on n'est pas obligé non plus d'attendre le loto du patrimoine pour aider à la restauration du patrimoine. L'un des partenaires importants de cette opération, c'est la Fondation du patrimoine. Et il y a des délégations dans chaque région. On a bien sûr en Corse la délégation de la Fondation du patrimoine en Corse. Et on peut très bien aider toute l'année en allant sur le site internet de la Fondation du patrimoine et en faisant des dons. Hein, les dons, c'est très bien fait. D'avantages fiscaux avec les dons. L'avantage fiscaux, alors les avantages, quand on paye des impôts, en faisant des dons pour le patrimoine, à la Fondation du patrimoine ou à d'autres structures, par exemple au hasard la FAGEC, on peut bénéficier de 66% de remise fiscale sur l'année d'après. Si on donne 100 €, ça nous coûte 33 €, 34 €. 33,33, puisque c'est un tiers de tiers. Intéressant. Malheureusement, Ça, je vais tu être malheureusement, je ne vais pas pouvoir tout abandonner et ça c'est le tien. Ah, d'accord. Donc tu le gratteras si tu veux. Allez. Après, puis si jamais on te séquestre, si tu gagnes. On donne tout à la FAGEC. Si j'avais gagné, non, c'est peut-être pas ça que j'aurais fait. Si j'avais gagné,
Ah ça, ouais, d'accord. ouais, Ah, ouais, bon, ouais, bon, ouais, bon. oui, Ah, voilà. c'est bien aussi. On Hein. vous embrasse aussi. Daniel, si vous pensez, si vous gagnez, pensez à moi. Oui, d'accord, on ne sait jamais. Moi, le couvent de piano. Pile. Pino, c'est sûrement le dictionnaire intuitif qui a transformé Pino en Piane. C'est ce que j'aurais choisi moi aussi, le couvent de Pine, pas de Piane, nous dit Marie-Claude. On avait corrigé, merci Marie-Claude. Toutes ces le mur me semble, le bas de ce mur semble. Ah oui, on revient à notre. Oui, oui. Le bas de ce mur semble plus ancien que le haut. Oui. Qui ressemble au style roman. Qui a fait ce commentaire? Ah, ben, toujours monsieur Weber, je suppose. Oui, le style, le bas. Alors, il faut regarder le bas du mur. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a des endroits où le bas du mur peut être même, on voit même des briques. Hein, il y a eu des travaux. Il y a des endroits ici sur la plateforme qui sont clairement de l'enceinte proto-historique, c'est-à-dire avant même le Moyen Âge, la fin de la préhistoire ou même l'âge du fer. Ça, c'est évident qu'il y a plusieurs époques. Et puis, on est aussi à la base du mur. Il ne faut pas confondre archaïsme et solidité. Hein, ça peut être une espèce aussi de semelle où on n'a pas eu besoin forcément de trop bien tailler. Oui. Hein, et on voit bien quand même que ça tienne, quoi. voilà, c'est que ça soit bien conforté et que la partie taillée, elle commence tout à la même hauteur. Donc, c'est vrai que l'archaïsme peut être un élément datant, mais ça peut être il ne faut aussi... pas toujours chercher à interpréter un changement de taille, un en changement sachant quand même d'époque. que M. Weber sait de quoi il parle. Oui, Hein. en sachant quand même que M. Weber sait de quoi il parle. Oui, vous pouvez vous aussi participer à cette opération de patrimoine, que ça soit au grattage ou au Il y a eu aussi un tirage. tirage. parce qu'il y a des sous qui reversent, mais oui, vous pouvez aussi aider directement des associations et vous pouvez aussi partager les publications de la FAGEC pour essayer de... C'est toujours ça l'idée, sensibiliser, informer, éduquer et montrer qu'il y a des choses importantes que si on fait rien, Dans un site, d'autant plus dans un site comme celui-là, parce que les gens ont remarqué qu'il manquait des éléments. Et donc nous, notre travail, c'est d'attirer l'attention du public et des propriétaires sur l'état de leur intérêt d'abord, scientifique, mais aussi à les valoriser, à les étudier. Hein, et puis aussi, quelque part, en étant présent sur les sites, à les montrer, à les faire découvrir et à éviter malheureusement que ces sites soient dégradés encore plus. Hein, parce que récemment, notamment c'était Monsieur Andréani, dont on a parlé tout à l'heure, eh bien, il nous a montré des images pendant que nous on faisait les journées du patrimoine dans toute la Corse à faire comprendre aux gens et notamment au jeune public toute la richesse de notre patrimoine. Eh bien, il y en avait d'autres avec des poêles à frire qui ont détruit un site préhistorique ou proto-historique très intéressant. Donc il faut se prémunir d'abord de l'ignorance, du fait qu'éventuellement un aménagement récent, une urbanisation pourrait détruire involontairement des vestiges intéressants de notre passé, de notre patrimoine. Et puis il faut aussi se prémunir contre des gens qui font ça de manière intentionnelle. Hein, voilà. Ça, c'est important. On finit le tour. Allez, on finit le tour parce que la vue est intéressante. C'est une superbe vue qui tient à cœur à notre ami Laurent Simon-Paul qui est de la région. C'est vrai qu'on a une vue, alors la vue côté étang de Pau est très belle. Côté montagne, elle est un peu gâchée aujourd'hui parce qu'il y a un peu de brume, un peu de brouillard. Voilà. Mais sinon, je me tiens pas à toi, vas-y. Non, vas-y. C'est pas grave, j'ai le loto du patrimoine gagnant dans la poche. Tu vas pas finir en vie, toi. Toutes ces pierres-là, ouais. C'est aussi des pans de murs qui sont tombés. Hein. Ben, là, si jamais, le grand travail qui pourrait être réalisé, c'est une étude approfondie. Déjà, on ferait un relevé avec des instruments numériques, un relevé de la totalité du site, avec des plans, des évaluations. Ensuite, on étudierait façade par façade les éléments qui nous permettent de dire cette partie-là a l'air plus ancienne, cette partie-là a l'air plus récente. Et à partir de là, on établirait une stratégie de fouille. Et on ferait des sondages pour vérifier un petit peu les datations et ce qu'on a dessous éventuellement, ce qui a pu être préservé. Et au fur et à mesure, on aurait... pose la question qui tue. Ça coûte quoi ça de faire ça? Ça coûte, si on fait ça sur une dizaine d'années, ça ne coûte pas des millions. Surtout si on a des bons partenaires. Les bons partenaires, c'est la commune, éventuellement la communauté de communes si elle a la compétence, et puis bien sûr la région. Et puis le financement participatif et les dons. Et voilà, on peut monter des opérations. Bien sûr qu'on peut y croire. La FAGEC l'a déjà fait. On n'est pas obligé de faire un loto. On peut aussi, avec nos petits moyens, préserver, sauvegarder, restaurer Si on a beaucoup de moyens, on engage des campagnes conséquentes. Si on a des moyens plus limités, on fait un phasage et on s'inscrit sur la durée. De toute manière... Si on n'a rien, malheureusement, on ne fait rien et ça se perd. Voilà. Mais au moins le préserver. Et là, ici, par exemple, une chose importante qu'on n'a pas vue, mais c'est qu'à l'entrée du sentier de la piste qui arrive ici, eh bien, la mairie a posé des gros blocs
de pierre pour éviter que les gens abandonnent des dépôts sauvages. Alors c'est ici, tout con, hein. mais 3 pierres à énorme. l'entrée, c'est tout con, mais 3 pierres à l'entrée de la piste en bas, ça fait un peu transpirer. Oui, merci pour les commentaires, mais en attendant, ça préserve parce qu'il n'y a pas les 4x4 et les quads et tout ça. Il y a des qui nuisances montent qu'on et- arrive à éviter facilement. Facilement. 3 pierres à mettre sur une piste, c'est pas. Et ça, la très, mairie très- l'a fait depuis plusieurs années. Là, on est revenu sur l'autre On en est versant. revenu. On est côté montagne des habitations du fameux village de Coazine, hein, de l'habitat de Avec Coazine. vue sur, tiens, là-bas, la petite pointe, c'est. Alors la pointe là-bas c'est Prunil et on reconnaît sur la gauche son clocher, hein, voilà c'est Prunil-Vieux-Mourbe, le village perché. Alors si vous allez à Prunil-Vieux-Mourbe, vous passez voir le musée Mnémosyne, il y a un joli petit musée local là, dans lequel la Communal, FADEC, privé. il était communal, je ne sais pas quel est. Alors il est associatif, soutenu par la commune et c'est notre ancien président, monsieur le docteur Pierre, Timo Pierre que je salue au cas où il nous regarderait, qui en est à l'origine. À l'origine de sa création, bien entendu. Hein, On y on trouve. toute l'histoire du Fiumourbe, depuis l'Antiquité et peut-être même la préhistoire. Ah, tu as perdu ton loto perdant. Jusqu'à nos jours, les événements bien entendu de la Fortef, hein, cette fameuse organisation Force Forêt et je sais plus Fortef du Fiumourbe. Attendez. Je te laisse réfléchir. Pendant ce temps, je récupère la main pour dire bonjour à SOS Movie qui nous suivait hier et qui nous reçut aujourd'hui, qui nous dit que Stéphane est passionnant, virgule, à écouter, je confirme. Il est passionnant tout court. Oui, j'irai bien faire la visite, nous dit Bernadette Chevalier. Je rappelle que oui, la FAGEC organise aussi des visites. Il suffit de vous mettre en relation avec la FAGEC sur la page Facebook de la FAGEC et vous rentrez en contact et vous verrez, c'est bien sympa, c'est pas cher et c'est instructif. Dominique Arnaud nous dit dommage, ce n'est pas bleu. Mais c'est pas grave, vos t-shirts sont là pour compenser. C'est vrai qu'on s'est encore mis raccorsé sans se prévenir. C'est hein. bien, ça, on est organisé. On est dans le bleu, on m'a dit que le bleu m'allait bien, donc maintenant j'essaye de faire un petit effort. Tu as retrouvé la Fortef ? Oui, force, j'allais pas dire force et faiblesse, mais forêt et je sais plus quoi du Fiumourbe. Voilà, donc je le sais par cœur. Enfin, en tout cas, Timo Pierre, il a étudié de manière bien approfondie. Et Nicole dit bonjour à Thibaut Pierre. Voilà. Eh ben voilà. Donc là, on était sur Prunil. On avait quitté la commune de Ventiseri, mais c'est son association locale, l'association de valorisation du patrimoine du Fiumourbe, a porté ce projet et l'a réalisé. Donc ce fameux musée local de Prunil. Si vous avez l'occasion, le Fiumourbe, comme bien sûr toutes les régions de Corse, a un important patrimoine. Alors bien sûr, quand on parle du Fiumourbe, on pense immédiatement aux périodes juste après l'annexion française. Bon, hein, il y a beaucoup de choses qui tournent, bien sûr, au niveau de cette région qui est restée rebelle longtemps, mais ça s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large qui commence dès la préhistoire, l'Antiquité très riche et le Moyen-Âge. On l'a vu à travers les quelques éléments dont on dispose, ne serait-ce que pour Coazine. On voit que c'était quand même un site majeur, puisqu'on a parlé du Valinco, puisqu'on a parlé de Corté. Oui, voilà. Les différentes périodes et les différentes régions. Ce ne sont pas des sites qui comptent pour du beurre. Oui, vous avez loupé le début. Oui, vous avez loupé le début de ces explications. Il vous manque des informations. Dommage. Partagez sur votre page, vous retrouvez l'intégralité dès qu'on va terminer et vous le retrouvez bien entendu sur la page Facebook de France 3 ainsi que sur la page YouTube. Laurent m'a fait un petit signe, ça veut dire qu'il nous reste 2 minutes, qu'ensuite la batterie va nous dire adieu. Donc Stéphane, ça tombe bien, on a fini. Ça tombe bien, on a terminé. On va reprendre le chemin, un petit peu de marche, un petit peu de transpiration, on va retourner à la voiture. Sous les arbres. Merci pas désagréable. à vous tous d'avoir été avec nous pour cette visite. Vous la retrouverez bien entendu aussi sur notre compte Instagram. Merci Stéphane. On se retrouve dans 3 semaines avec monsieur pour une autre date, un autre lieu, un autre château, une autre chapelle. On va essayer un village ancien. Je vous promets rien, mais un village ancien en Castaniche peut-être. Un village ancien en Castaniche. Non. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Un village ancien en Castaniche. La Castaniche, la plus belle région de Corse. Merci Laurent. Le Fiumourbe est pas mal aussi. On vous laisse avec des images de château. Nous on descend la voiture. On se retrouve demain. Demain on parlera culture. Enfin c'est pas moi qui parlerai. Ça sera Laurent Simon-Paul. On parlera livre je crois avec un invité prestigieux et d'autres aussi. Enfin tous des gens passionnés comme toi. Salut. Va voir monte le château. Bon, nous on va gratter parce qu'on a mis un Ah oui, moi j'ai perdu. Alors sérieusement, si j'avais gagné, alors il y avait un truc. Le café, hein. Moi j'offrais rien si je gagnais. Alors si je gagnais, il y avait un truc vraiment intéressant, c'est que je prenais